Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre, cette fois dans Blender. Oh là, on se calme. Cette vidéo sera la première d'une série sur les bases de la modélisation avec ce logiciel. Et pour ce premier chapitre, j'ai choisi de m'attaquer à un objet de type piédestal. Pourquoi j'ai choisi ça, me direz-vous? Eh ben, c'est typiquement le genre d'objet que je pourrais appeler un cube déguisé. Vous voyez la forme, c'est vraiment cubique, hein. Alors un peu allongé sur la hauteur si on veut, mais ça reste une figure qui peut se résumer à 6 surfaces pointant dans toutes les directions d'un espace tridimensionnel. L'expression la plus simple de la 3D. Et tout ce qui sert d'ornementation par-dessus, c'est aussi cubique. Donc j'ai trouvé que c'était parfait pour commencer. Ça va être relativement simple à extruder et à scaler au niveau spatial, c'est pourquoi j'ai choisi ce genre d'objet pour démarrer avec ce tuto. Et sur ce, comme j'ai rien de plus à dire et que j'ai aucun lien de transition à faire pour enchaîner, je vais faire lancer le générique pour le plaisir. Allez, musique! Alors, juste pour la petite note avant de démarrer, il faut savoir que dans Blender avec le temps, et ça va faire plus de 10 ans maintenant quand même, j'ai un peu modifié l'organisation de mon interface. À savoir de mes raccourcis de navigation, du thème, de certains menus, etc., etc. Du coup, ça avait même tendance à dérouter certains collègues avec qui j'ai pu travailler sur Blender par le passé. Quand ils arrivaient sur mes fichiers, il y avait de quoi être un peu paumé parfois. Petit clin d'œil à eux, je sais qu'ils se reconnaîtront. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, sur Blender, je fais essentiellement avec mes raccourcis, et je n'arriverai plus trop à me réhabituer au logiciel de base. Donc je vais utiliser mes paramètres, qui pour certains seront un peu différents des vôtres, mais dans l'ensemble, je vais essayer de faire au mieux pour que ça reste abordable, et pour que vous compreniez en théorie toutes les opérations, sans devoir suivre à la lettre tout ce que je ferai à l'écran. J'espère que ça marchera bien, comme c'est une première vidéo, vous pourrez me dire en commentaire si ça marche ou pas. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on ouvre Blender et on va venir sur le cube de base. Moi je m'en crée un, voilà. Tout d'abord on va voir les principales manips de modification sur un objet. Pour ça j'ai installé un add-on qui va afficher les commandes en bas à gauche du viewport. Vous voyez, vous pourrez voir les raccourcis en temps réel. Alors comme opérateur de modif, on a la translation d'objet en appuyant sur G, la rotation en appuyant sur R et le scaling en appuyant sur S. On retrouve tout ça dans le menu Object, Transform, et ici, vous voyez, on a Move, Rotate et Scale. Comme dans Blender, on ne passe jamais par le menu, mais plutôt à 99,999999999% du temps à appuyer sur les raccourcis, parce que c'est plus efficace, retenez ces trois-là. Donc on va voir un petit truc sympatoche maintenant. On va scaler l'objet, donc on sélectionne l'objet, évidemment c'est mieux qu'il soit actif, et on appuie sur S pour Scale. Maintenant, une fois le scale actif, celui-ci s'applique uniformément dans toutes les directions. Vous voyez, c'est normal. Maintenant, si vous voulez contraindre le scale sur un seul axe, appuyez sur l'axe désiré sur votre clavier. Par exemple, avec le raccourci X du clavier, celui-ci contraindra tout déplacement sur l'axe X en rouge. Y, quant à lui, contraindra les modifications sur l'axe Y en vert, et Z sur l'axe bleu de la verticale. Très simple, non ? Alors c'est pareil avec la rotation et les déplacements, qui peuvent eux aussi être contraints sur un seul axe. Et maintenant, on peut aussi venir faire le Megamix en contraignant les modifs sur deux axes en simultané. Pour ce faire, lors du scaling par exemple, après avoir appuyé sur S, on va appuyer sur Shift X, et cela va déduire l'axe X de l'opération. Vous voyez ici, le cube ne s'étendra plus que sur les axes Y et Z. Il ignore le X. Pareil, si je déduis Y, le cube ne s'étendra plus que sur les axes X et Z. Et pareil, si je déduis Z, celui-ci ne s'étendra plus que sur X et Y. Perso, j'aime bien celui-là. Ça donne toujours l'impression que le cube se ratatine sur lui-même. Voilà, ça c'est ce qu'on peut considérer comme une base essentielle.
Habituez-vous à ça, d'ailleurs c'est vraiment ce qui fait la magie et l'efficacité dans Blender. Par rapport à d'autres logiciels, vous verrez que vous gagnerez beaucoup en efficacité et en rapidité. Donc je vous conseille vivement de vous habituer à effectuer ces opérations jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles pour vous. Elles vont nous servir lors de ce tuto. Alors, on va faire très rapidement une petite analyse de l'objet. Je dirais que celui-ci peut se décomposer en 3 parties, dont 2 assez distinctes. Pour chacune de ces 2 parties, on va utiliser une technique différente, ce qui va nous permettre d'optimiser sur le temps de réalisation global. Vous verrez qu'avec l'expérience, plus vous modéliserez, plus vous arriverez à juger de la technique pertinente à employer en fonction des situations. On va d'abord voir avec la partie centrale de l'objet. Et comme je suis quelqu'un de vraiment très fainéant, on va utiliser une technique un peu particulière qui fera en sorte qu'en modélisant une seule surface, les modifications se répercuteront sur toutes les autres. En premier lieu, je vais créer un cube, donc on fait Shift A pour appeler le menu de création d'objets basiques. Vous voyez, c'est le menu Add qu'on retrouve aussi dans la barre du viewport. Pour moi, il est en bas, mais pour vous, il y a des chances que ça soit en haut. Puis je viens dans Mesh et je choisis le cube. Alors à chaque fois qu'on crée un objet dans Blender, le centre de celui-ci viendra s'insérer pile poil sur le gizmo. Vous voyez, si je déplace le viseur partout ailleurs dans la scène et que je recrée des primitives, celles-ci se créeront sur son emplacement. Un viseur qui dans Blender s'appelle le curseur 3D. Donc moi j'ai l'habitude de le remettre toujours au centre, donc je fais Shift S pour appeler le pie menu de snapping, et je choisis Cursor to World Origin. Ensuite, je rentre en Edit Mode et je choisis ici la sélection par face. Faites gaffe de ne pas confondre avec Edge. Puis pour sélectionner plusieurs faces, tout en maintenant Shift enfoncé et avec clic gauche ou droit si c'est votre bouton de sélection, sélectionnez les faces comme ceci. Une fois sélectionnées, je les supprime avec Supr, ça va de soi. On peut aussi faire ça avec X. Et dans le menu Delete, je choisis d'éliminer les faces. Donc vous vous retrouvez avec une seule face comme ceci. Je reviens en Object Mode, je refais Tab et je quitte le mode édition. Et maintenant, je vais les tirer un petit peu en hauteur comme ceci, en faisant S, puis ensuite en contraignant avec Z sur l'axe de la hauteur. Alors, chose importante, faites N pour appeler le menu des propriétés dans le panneau latéral droite du viewport. Ou allez le chercher ici avec le petit plus dans le coin en haut à droite. Dans ce panneau, allez dans l'onglet Item et on voit le scale de l'objet. On appelle ça des mesures relatives. Je ne vais pas trop expliquer pour le moment la différence entre mesures relatives et absolues, mais sachez que si l'on veut par la suite y appliquer des modifiers, il est largement préférable de réinitialiser ces mensurations à son unité d'origine, c'est-à-dire à 1. Dans le jargon de la 3D, on appelle ça un freeze transform. Vous gelez les transformations appliquées sur l'objet. Donc pour ce faire, on va appeler le menu Apply avec CTRL-A. On retrouvera ce menu ici dans Object Apply, et on va choisir Apply Scale. Et là vous voyez, la valeur s'est remise à 1. Elle était à 2 et quelques avant, et elle est maintenant repassée à 1. C'est parfait. Une fois cela fait, on va pouvoir venir y appliquer un modifier. Pour cela, on va dans le menu des modifiers, ici, et dans la liste ici, on va ajouter un array. Alors, avec l'array ici, voyez ce que ça fait. Ça duplique en quelque sorte l'objet de base en plusieurs instances de manière virtuelle. Si on peut se permettre de l'appeler ainsi. Ce sont des instances de l'objet de base, et on peut en rajouter avec le compteur autant qu'on veut. Vous voyez ici, j'augmente le nombre avec count. Et si je fais des modifications sur l'objet de base, elles se répercuteront sur toutes les instances. C'est juste pratique et tellement génial, vous voyez. Mais on va pas faire de relative offset ici, donc on le décoche. On va plutôt choisir Object Offset. Cela va exécuter une duplication par rapport à un objet. Maintenant, on va créer l'objet en question. Il s'agit d'un empty. On rappelle le menu Add avec Shift A et on choisit cette fois un empty. Dans Object Offset, on va définir l'empty comme étant l'objet référent. Pour le count, cette fois, on augmente cette valeur à 4. Et on va revenir sélectionner l'empty ici. Et on va faire pivoter celui-ci de manière horizontale sur l'axe Z à 90 degrés. Et vous voyez, les 3 surfaces en instance vont venir pivoter avec cet empty.
L'angle de 90 degrés se répercutera avec chacune de ces instances, ce qui va nous donner au final un rectangle parfait. Par ailleurs, on va venir aussi cocher Merge en dessous, histoire, vous voyez, de prendre en compte la fusion des vertices, avec un faible seuil de distance comme ici à 0,01, sur tous les sommets entre les instances. Voyez le snapping agir ici. Ainsi, vous voyez, on a désormais une figure où, si on fait des modifications sur la surface de base, celles-ci se répercuteront sur toutes les faces. Alors, juste pour vous montrer ce qui se serait passé si on ne réinitialise pas le scale de base de l'objet quand on applique ce genre de modifier, le scale va se répercuter sur toutes les instances et ça va provoquer, comme qui dirait, des résultats un peu bizarres. Donc avant de faire un modifier, pensez toujours à ça, freeze transform. Voilà, on a désormais notre base pour travailler, et maintenant on va venir faire ce petit motif rectangulaire là que vous voyez sur le corps de l'objet. Donc maintenant que tout est en place, on va passer en mode édition. On rescale un peu sur Z en diminuant la hauteur, puis avec la face centrale sélectionnée, on fait I pour Inside Face. C'est une commande qui permet de générer une face centrale homogène à partir de sa surface d'origine. Puis on fait E et on extrude vers l'intérieur en contraignant sur l'axe X. Ensuite, on peut refaire I ou E pour extruder à nouveau une face, et S pour la scaler centralement. Puis on réextrude à nouveau et on scale vers l'intérieur avec X. À nouveau une extrusion. Et une dernière extrusion vers l'intérieur sur l'axe X. Voilà, on a vraiment la forme cubique de base qui va nous permettre de générer la petite arête en volute à l'intérieur de ce motif. Pour faire ça, on va sélectionner les deux edge loops que l'on souhaite arrondir. Alors, un edge loop, c'est un contour complet formé par un ensemble d'arêtes sur une géométrie. Pour en sélectionner une complète, vous sélectionnez l'arête désirée, tout en maintenant Alt, ce qui sélectionnera tout le contour avec. Ici, vous sélectionnerez ces deux contours. Et moi, j'ai ma petite technique préférée pour arrondir les angles, j'utilise un bevel avec CTRL-B, ici vous voyez, et pour insérer plus de segments, histoire d'améliorer l'arrondi, on va venir ici dans l'opérateur, en bas à gauche, augmenter le paramètre segment. Voilà, cela aura pour effet d'arrondir correctement la géométrie. Ok, on check vite fait, vous voyez que les modifs se sont bien effectués sur les quatre côtés. Alors, au besoin, j'arrondis un peu, je modifie l'angularité en venant jouer avec les segments comme ceci. Toujours des edge loops, sélectionnés avec Alt plus clic gauche. Et voilà, nous avons déjà notre forme à peu près faite. Pour utiliser l'adoucissement visuel, maintenant, je viens ici dans le menu Object et je fais Shade Smooth pour l'aspect adouci. Ensuite, comme je veux conserver des angles bruts sur certaines sections, j'attribue à l'objet un nouveau modifier avec Edge. Et je définis avec celui-ci l'angle des arêtes au-dessus duquel l'effet de smooth n'agira plus. Vous voyez ici, certaines arêtes restent angulaires tandis que d'autres seront adoucies. En cas vraiment de nécessité, pour vraiment marquer les angles que je souhaite laisser hard, je viens les sélectionner en mode Edge, puis en appelant le menu Edge avec CTRL-E, je fais ce qu'on appelle dans Blender un Mark Sharp. Cela aura pour effet de marquer les arêtes et de durcir leurs angles, quoi qu'il en soit. Je réajuste un petit peu le scale de certaines zones, et voilà, nous avons notre premier motif. Alors, je viens ensuite en vue orthographique ici. Moi, c'est le 3 du pavé numérique, donc vue de côté, side view en anglais. Et si vous n'avez pas le mode perspective automatique activé, quand vous passez d'une vue à l'autre, le raccourci clavier, c'est la touche 5 du numpad. Ensuite, je passe le viewport en mode wireframe avec Z et je sélectionne tout le pattern central que je viens de créer ici, avec B pour la box selection, et je le réajuste un petit peu au niveau des dimensions. Je fais quelques bevels supplémentaires au besoin, histoire de ne pas laisser des arêtes trop franches sur les angles. C'est un peu le défaut de la 3D d'avoir des fois des arêtes qui sont bien trop nettes. Donc j'adoucis tout cela en faisant un petit bevel. Et voilà, notre motif central est terminé. Alors techniquement, on aurait pu simuler ça par une texture de relief qu'on appelle Normal Map. C'est tout aussi efficace et ça rend très bien.
Mais comme ici je vous apprends la modélisation et pas le texturage, je fais le tout directement sur le maillage. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux parties supérieures et inférieures. Bon, maintenant on va procéder à la création des parties supérieures et inférieures, qui seront à peu près pareilles l'une et l'autre. Alors, on va d'abord venir appliquer le modifier Array, en venant cliquer ici sur Apply. Voilà, vous avez désormais toutes les instances actives sous forme de maillage. Et si jamais vous avez un problème et qu'une sous-partie n'est pas fusionnée comme ceci, vous sélectionnez tout avec A et vous allez dans le menu Mesh en bas. Vous devriez trouver un menu qui s'appelle Cleanup normalement. Là, dans ce menu, vous faites un Merge by Distance. Cela aura pour effet de fusionner tous les vertices se situant à une distance inférieure à cette valeur. Donc vous voyez, n'augmentez pas trop cette valeur, hein, sinon vous risquez de provoquer des fusions plutôt indésirables, on va dire. Ok, on est bon. Maintenant, l'ensemble du maillage ne forme plus qu'une seule pièce. Donc là maintenant, au fur et à mesure de la modée, on a les normales du maillage qui se sont un peu modifiées. Donc on va d'abord faire un shade flat, puis on va dans Mesh normal, et on fait un reset vector. Ça aura pour effet de réinitialiser les vecteurs de normal. Maintenant, on va venir sur le sommet du maillage, on choisit l'edge loop supérieur, on extrude celui-ci avec E, comme ceci. Ensuite, on vient entre ces deux faces, comme ceci, et avec Alt plus clic gauche, on sélectionne tout le pourtour. Puis, on crée une extrusion de ces faces vers l'extérieur. Voilà, on ajuste comme ceci. Là, sur les deux arêtes angulaires, on fait un bevel, puis on augmente les segments pour créer un arrondi. Ah, oups, j'avais oublié d'activer Shortcut Viewer, désolé. Vous n'aviez pas les raccourcis affichés en bas à gauche. Voilà, c'est bon. On revient sur le haut, on extrude ici. On fait une série d'extrusions, toujours avec le raccourci E. Hein. On va créer le plateau supérieur, comme ça. On crée un bevel partout où il doit y avoir des effets d'arrondi, comme ceci. Et on ajuste ceci au besoin comme cela. Voilà. Puis à la fin, au sommet, vous voyez cet espace là, on va sélectionner tout le pourtour, et on appuie sur F pour créer une face. Et avec l'outil de Proportional Editing, symbolisé ici par un rond, et activable ici en bas. Alors, anciennement c'était le raccourci O pour l'activer, mais je ne sais plus si sur les nouvelles versions de Blender c'est encore d'actualité. Bref, avec cet outil, on vient et on ajuste le sommet. Et on fait un petit bevel ici. Et enfin, on sélectionne toute la figure, on va dans le menu Face, et on fait un Shade Smooth pour adoucir l'ensemble. Là, on fait également des bevels avec CTRL B. Et voilà, on a tout notre plateau supérieur. Donc maintenant, on va faire la partie inférieure, hein. Donc c'est à peu près pareil. On vérifie d'abord que tout est soudé. Ensuite, on extrude. On extrude. Pareil qu'avant avec E. On ajuste l'arrondi avec des bevels. Puis on finit par le dernier palier de base. Et là, également, on crée une face par-dessous, comme ceci. Petit bevel, et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, comme les angles sont un peu trop nets ici, avec une seule arête, on va venir sélectionner tous les edges sur ces angles, comme ceci. Là, ici, et voilà. Et on va faire un bevel global sur tous ces angles. On insère un segment central qui nous aidera pour les sélections à venir. Et on en profite que tout soit encore sélectionné pour venir faire un shade smooth et adoucir ces nouvelles surfaces générées. Voilà, donc maintenant vous voyez, on a des angles un peu moins nets sur les bordures si on désactive l'overlay et qu'on fait la comparaison entre avant et après. On va même le refaire et augmenter un petit peu ce bevel. Voilà, comme ça. On peut revenir dans l'Edge Split ici et ajuster l'angle de cassure entre les zones du maillage. Dernier point, on sélectionne l'ensemble de la figure en Edit Mode, puis on remonte le tout et on vient mettre le pivot central à la base de l'objet. Comme ça, voilà.
Voilà, c'est parfait. Comme ça pourra s'avérer utile en cas de placement dans un décor 3D ou d'importation dans un moteur de jeu vidéo. Si vous ne le faites pas, le level designer risque de vous taper sur les doigts. Alors, petite chose pour parfaire la figure, quand on a généré notre face tout à l'heure, au sommet, on a rempli la forme mais sans se préoccuper des détails techniques. À savoir qu'ici, on a ce qu'on appelle un n-gon, une figure avec plus de 4 vertices de côté. Vous voyez, on doit en compter au moins une dizaine au minimum. C'est pas très réglo en termes de topologie, on va voir comment corriger ça. Bon, en soi, pour du simple rendu dans Blender avec une figure comme ça, on en aurait bien rien à cirer, mais je vais vous montrer comment corriger tout cela. Alors, plusieurs méthodes sont dispo. On peut soit commencer par sélectionner la face tout entière, faire CTRL-T pour trianguler le tout. Blender va alors se charger de générer des liaisons en triangle pour diviser la surface correctement. On retrouve cet opérateur dans le menu Face. Voilà, vous voyez, Triangulate Face. Et on peut ensuite venir faire un Trace to Quad ou Alt-J pour diminuer le surplus de maillage dû au triangle et convertir ces triangles en polygones à 4 vertices. Voilà, c'est du pain-mouche, ça fonctionne, mais au moins on aura des surfaces clean et aucun n-gon sur notre maillage. Ou bien on peut venir avec l'outil Knife dans Blender en pressant la touche K et venir créer des découpes manuellement, propres d'un vertice à un autre, comme ceci. Alors dans la barre du viewport on retrouve le Knife Project dans le menu Mesh. On traite tout le pourtour de la figure comme ça. Et voilà, désormais on n'a plus que des quads, des faces à 4 points sur notre sommet du maillage. Comme ça, si vous devez l'exporter à un de ces 4, c'est bon. De toute façon, tous les moteurs de jeux vidéo trianguleront automatiquement les surfaces à l'import. Le mieux c'est de définir correctement les surfaces ici, dès à présent, comme ça au moins, vous n'aurez pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Voilà, et puis on vient, on fait pareil avec les surfaces du dessous. Et voilà, désormais c'est tout bon. Donc, dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons la création de cet objet et nous verrons comment déplier tout simplement les UV et comment créer un matériel basique avec des textures pour tout ça dans Blender. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, pour le coup je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, c'était vraiment une vidéo d'intro sur la modélisation quoi, hein, avec des techniques simples mais efficaces pour vous permettre de réaliser vos objets par vous-même. Alors, ce qui vous est présenté ici, ce sont mes techniques à moi, hein. Bien sûr c'est une approche parmi d'autres, il y aurait une tonne de façons de faire différentes. À ce niveau, tout dépend de l'affinité des gens quoi. Mais en bref, sur ce je vais pas trop épiloguer non plus, hein. Je vous dis à plus pour la prochaine partie. Allez, portez-vous bien, ciao!